La France est l'un des pays les plus talentueux du monde en rugby, et pourtant, elle n'a jamais gagné une seule Coupe du Monde. Pourquoi ? Dans cette vidéo, à travers les différentes Coupes du Monde, on va essayer de comprendre ce qui fait que la France est devenue, au fil des années, le Poulidor du rugby. Toujours placé, mais jamais sacré. 1987. Première Coupe du Monde de rugby. La France réalise un très beau parcours et atteint la finale. Mais avant ça, les Français ont déjà livré un combat énorme en demi-finale face à l'Australie. Un match extrêmement dur, physiquement et mentalement. Une rencontre qui se joue jusqu'aux derniers instants. Et puis, cet essai de Serge Blanco. Dans les toutes dernières secondes, un moment mythique, un essai entré dans l'histoire, un éclair de génie qui envoie la France en finale. Quelques jours plus tard, les Français affrontent en finale le gratin du rugby mondial, les All Blacks, chez eux, en Nouvelle-Zélande. Une équipe qui a écrasé tous ses adversaires pendant la compétition. Pendant que la Nouvelle-Zélande déroule, la France, elle, sort d'un combat. Une demi-finale intense, éprouvante, jusqu'au bout. Un match qui laisse des traces. Les Français arrivent en finale fatigués, affaiblis physiquement. Et en face, il y a la Nouvelle-Zélande, une référence mondiale. Plus puissant, plus organisé, plus discipliné. Là où la Nouvelle-Zélande est déjà structurée, presque professionnelle, le rugby français, lui, reste encore en partie amateur. Le talent est là, mais pas encore le système pour rivaliser à ce niveau. La différence se fait naturellement. La Nouvelle-Zélande s'impose. La France passe à côté de sa première Coupe du Monde, mais cette fois, il n'y a pas vraiment de regret. Elle était simplement moins forte. Et malgré tout, elle ne s'incline que 27-7. Face à cette équipe, c'était presque un exploit. 1991, la deuxième Coupe du Monde. Elle se déroule en Europe, principalement en Angleterre. Cette fois, la France arrive avec plus d'expérience, avec une génération talentueuse. Des joueurs comme Philippe Sella, Serge Blanco ou encore Didier Cambera-Béraud. Une génération talentueuse, mais pas encore complète. Le niveau mondial progresse, les équipes deviennent plus organisées, plus rigoureuses, mais le rugby reste encore amateur et certaines nations prennent déjà de l'avance dans la manière de jouer. En quart de finale, la France affronte l'Angleterre. Un match fermé, engagé, très tactique, un rugby pragmatique, structuré, efficace. Tout ce que les Anglais maîtrisent parfaitement, à l'opposé du style français, plus instinctif, plus créatif, mais aussi plus irrégulier. Et dans ce type de confrontation, la France a du mal à imposer son jeu. Moins de rythme, moins de liberté. L'Angleterre contrôle et la France s'incline. Une élimination frustrante, parce que cette fois, elle avait les moyens d'aller plus loin. 1995. La Coupe du Monde se déroule en Afrique du Sud, un contexte très particulier. Pendant des années, le pays a été exclu des compétitions internationales à cause de l'apartheid. Mais en 1995, l'Afrique du Sud fait son retour et organise la Coupe du Monde chez elle. Un événement énorme, sportif, mais aussi politique, avec une nation entière derrière son équipe. Une équipe des Springboks, portée par tout un peuple. Et cette Coupe du Monde marque aussi un tournant. Le rugby bascule, il devient professionnel, les structures évoluent. Le jeu change et certaines nations s'adaptent plus vite que d'autres. La France, elle, arrive avec du talent, mais encore des zones d'ombre. Et pourtant, le parcours est impressionnant. En demi-finale, la France affronte l'Afrique du Sud, chez elle, dans une ambiance exceptionnelle. Un pays entier derrière son équipe. Le contexte est énorme, sportif, mais aussi politique. Et cette fois, la France n'est pas venue pour faire de la figuration. Elle est venue pour gagner, et les conditions sont extrêmes. Une pluie battante, un terrain presque impraticable. Un match fermé, tendu, indécis. Chaque action compte. Et pourtant, la France est là, solide, courageuse, à quelques minutes de l'exploit. Et puis, vient ce moment, un essai français, refusé. Celui d'Abdelatif Benazi. Une décision qui fera polémique. Encore aujourd'hui, le match bascule. L'Afrique du Sud tient et s'impose 19-15. La France passe tout près, très près. Cette fois, ce n'était plus une question de niveau, mais de détails, de circonstances.
peut-être même de destin. 1999. La Coupe du Monde se déroule principalement au Royaume-Uni, avec une finale au Pays de Galles. 4 ans après 1995, la France arrive avec des souvenirs encore douloureux. Cette demi-finale perdue face à l'Afrique du Sud est restée dans les têtes, difficile à digérer. Le rugby est désormais professionnel. Le niveau a encore franchi un cap. Les équipes sont plus préparées, plus physiques, plus organisées, et la France reste une équipe imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Avec une génération talentueuse, des joueurs comme Fabien Galtier, Christophe Dominici ou encore Philippe Bernassal. Mais cette fois, elle ne fait pas partie des grands favoris. Tous les regards sont tournés vers d'autres nations. La Nouvelle-Zélande, immense favorite. L'Australie, très solide. Et l'Afrique du Sud, toujours présente. La France, elle, avance un peu dans l'ombre, avec du talent, mais encore des incertitudes. Et puis, arrive cette demi-finale, face à la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, immense favoris du tournoi. Une équipe impressionnante, puissante, rapide, implacable, avec une star au-dessus de tous, Jonah Lomu. Inarrêtable, il écrase tout sur son passage, et à la mi-temps, les All Blacks mènent largement. Tout le monde pense que le match est plié, que la messe est dite, que la France va s'incliner, logiquement. Mais c'est sans compter sur le French flair, cette capacité unique à renverser l'impossible, à jouer sans calcul, à se libérer, et en quelques minutes, tout bascule. Et au cœur de cette remontée, un homme, Christophe Lamaison, Titou, le match de sa vie, il passe tout, des drops, des pénalités, des coups de pied à suivre, chaque ballon devient dangereux, chaque action fait basculer le match. La France enchaîne, et en face, les All Blacks doutent, pour la première fois. Les passes s'envolent, les espaces s'ouvrent, et les essais s'enchaînent. Christophe Dominici, Philippe Bernassal, un rugby total, instinctif, incontrôlable, une remontée incroyable, inoubliable. Pour tous ceux qui l'ont vécu, la France renverse les All Blacks, 43-31, un des plus grands exploits de l'histoire du rugby. Ce jour-là, la France montre qu'elle peut battre n'importe qui, même les meilleurs du monde. La France est donc en finale, pour la deuxième fois de son histoire. Mais une nouvelle fois, elle a peut-être déjà joué sa finale avant l'heure, comme en 1987. L'exploit face aux All Blacks a laissé des traces, physiques, mais aussi émotionnelles. Toute l'Europe vibre pour cette équipe de France. Joueuse, imprévisible, capable de renverser n'importe qui. Mais le miracle n'aura pas lieu. En face, l'Australie, une équipe solide, disciplinée, parfaitement en place. Les Australiens sont plus frais, plus en jambes, moins diminués. Et dans ce type de match, ça fait la différence. La finale est maîtrisée, contrôlée. La France subit et s'incline 35-12, une défaite logique. Malgré tout, les Bleus réalisent un très beau tournoi et offrent au monde du rugby, ce qui restera, pour beaucoup, comme le match du siècle. Cette demi-finale incroyable face à la Nouvelle-Zélande. 2003. La Coupe du Monde se déroule en Australie. Le rugby est désormais pleinement professionnel. Les équipes sont plus structurées, plus physiques, plus tactiques. Le niveau est très élevé. La France arrive avec une équipe solide, expérimentée, avec des joueurs comme Fabien Galtier, Frédéric Michalak ou encore Serge Betsen. Une équipe capable de rivaliser, mais qui ne fait pas partie des grands favoris. Tous les regards sont tournés vers l'Angleterre. Impressionnante, ultra pragmatique, avec un joueur au sommet de son art, Johnny Wilkinson, précis, froid, clinique. La France réalise un parcours sérieux, appliqué, mais en demi-finale. Elle tombe sur cet adversaire redoutable. Un rugby parfaitement maîtrisé, structuré, efficace, sans fioriture. Le match est fermé, tactique. La France tente, mais se heurte à un mur. L'Angleterre contrôle et finit par s'imposer. 24-7, une défaite nette, sans contestation. Cette fois, la France n'a pas trouvé la solution. Et quelques jours plus tard,
l'Angleterre confirme. En finale, face à l'Australie. Un match serré, tendu, indécis jusqu'au bout. Et dans le temps additionnel, Jonny Wilkinson délivre son équipe. Avec un drop d'anthologie, l'Angleterre devient championne du monde. Une première pour une nation de l'hémisphère nord. 2007, la Coupe du Monde se déroule en France, à domicile, avec tout un pays derrière son équipe. Les attentes sont énormes, mais la France arrive avec des doutes. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Face à elle, la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, les All Blacks sont immenses favoris, peut-être même plus que jamais. Tout le monde les voit déjà champions du monde, mais ce soir-là, tout va basculer. Un match intense, engagé, sous pression. Les Français répondent présents, physiquement, mentalement. Ils s'accrochent, ils résistent, et puis ils prennent le dessus. Mais derrière, il faut tenir. Et la défense française est exceptionnelle. Un combat de chaque instant. Chaque plaquage compte, chaque mètre est défendu. Les minutes passent et les All Blacks poussent. Mais la France tient jusqu'au bout. Et cette victoire laissera des traces et des discussions. Notamment sur ce dernier essai français, une action litigieuse, avec une passe en avant, non sifflée. Un détail qui change tout. Les All Blacks auront du mal à l'accepter, pendant longtemps. Mais le résultat est là, la France s'impose. 20-18, un nouvel exploit, une nouvelle fois, face aux meilleurs du monde. Portée par cet exploit, la France se retrouve en demi-finale, face à l'Angleterre, encore une fois. Un adversaire qu'elle connaît parfaitement, mais le contexte est très différent, moins d'émotion, moins d'énergie. Comme souvent, après un exploit. Le match est fermé, très fermé. Un combat tactique, un rugby d'occupation, peu d'espace, peu de folie. Et dans ce type de match, l'Angleterre excelle, pragmatique, disciplinée, efficace. La France tente, mais n'arrive pas à se libérer. Le jeu est taché, les occasions rares, et petit à petit, l'Angleterre prend le dessus, sans briller, mais en contrôlant. La France s'incline, 14-9, une défaite frustrante, parce qu'après l'exploit contre les All Blacks, tout semblait possible. Et quelques jours plus tard, l'Afrique du Sud remporte la finale. Face à l'Angleterre, 15-6. Les Springboks deviennent champions du monde, confirmant leur puissance et leur constance tout au long de la compétition.